Saint-Etienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? Il ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable. Ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Etienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro du Forez Academy Podcast, ou FAP en abrégé. Le podcast, on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Vous avez vu, on a investi un petit peu, on a mis les moyens, on a pris un générique avec, on va dire, un pot pourri des déclarations qui nous ont fait marrer par rapport aux Verts ces dernières années. Donc vous avez pu reconnaître Courbis, Stéphane Povels, entre autres. Je vous donnerai les références si vous me les demandez très gentiment. Il n'y a aucun souci. Eh bien, pour vous accompagner ce soir, la fine équipe de la Forez Academy, les mêmes intervenants que la dernière fois. On va commencer par celui qui ne vient pas de Saint-Claude, mais qui ne crache jamais sur une bonne pipe. J'ai nommé Gruger Rocher. Salut Gruger. Salut Roland. À ses côtés, à distance, en respectant les gestes barrières bien évidemment, celui qui aime crier « Bien joué !» quand Rocco réussit un doublement sur l'aile gauche. J'ai nommé Robert Bismouzaret. Robert, salut. Salut. Ah, le salut, le fameux gimmick qui est en train de devenir un petit peu culte. Hein. Je dois vous avouer que j'ai reçu des courriers à ce propos et vous avez des fans. Bon, on va moi-même. Ah bah oui, il faut. Hein. Il y en a qui vont être déçus si vous ne faites pas votre petit gimmick. Et donc moi-même, qui crois encore qu'en allant pisser à la 76e minute, les Verts vont marquer, j'ai nommé Roland Grosmerdier. Au programme cette semaine, du coup, on va vous parler d'abord en première mi-temps de l'actualité des Verts. Mercato et puis aussi les mouvements dans la direction. On a beaucoup parlé de ça dernièrement avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, Jean-François Soucas. Et en seconde période, on vous a concocté un dossier sur les gardiens stéphanois qui a aussi inspiré donc le titre de cet épisode, Gardien de la paix. Voilà, si tout le monde est prêt, on va y aller. Le deuxième numéro du FAP, 42 minutes de plaisir sur les Verts, c'est parti. Jingle. Voilà, donc la petite chorale des chanteurs à la gueule de bois de la Divette, avec le fameux chant sur Monnaie Paquet. Les connaisseurs auront apprécié, je pense, d'avoir ce petit souvenir qui nous manque. Ah, ça nous manque. Allez, messieurs, on y va. Du coup, on attaque en parlant du mercato. Donc, ça n'a pas encore vraiment démarré du côté stéphanois. Hein. Il s'est ouvert le 2 janvier, mais toujours aucune recrue. On en a un petit peu parlé entre nous avant cette émission. Les Verts ont finalement très peu acheté sur ces deux derniers mercatos. Je crois qu'ils n'ont même pas dépensé 1 million. Donc on ne s'attend pas non plus à ce que ça bouge énormément cette année, puisque les finances ne sont pas non plus au top. On a quand même deux gros chantiers, à savoir la défense et l'attaque. Donc notamment en défense, on avait beaucoup parlé de l'arrivée éventuelle de William Saliba, et finalement, William Saliba, non. C'est à Nice qu'il a choisi d'aller. Un prêt pour la saison et qui pourrait peut-être même s'étendre sur plus qu'une saison. Enfin, c'est ce qu'ils ont laissé entendre du côté de Nice. Donc voilà, Saliba qui arrive à Nice et nous pendant ce temps on a Red Sauce qui se blesse, donc forcément c'est pas une très bonne nouvelle de notre côté. Moi je voulais avoir un peu votre avis sur l'arrivée, sur l'affaire Saliba. Est-ce que pour vous ça aurait été une bonne recrue? Est-ce que finalement c'est pas plus mal qu'il aille à Nice pour lui et pour nous? Donc voilà, écoute Robert, on va démarrer par toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors je suis très partagé sur sur le dossier Saliba, on va dire. Il y avait beaucoup d'espoir effectivement des supporters stéphanois sur un retour du prodige stéphanois. Moi, je suis un peu plus mesuré dans le sens où on a vu par le passé que les retours, souvent en prêt comme ça de 6 mois, il y a eu l'exemple d'Ilavogui, Tabadou, ça s'est pas forcément très bien passé. Je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets. Je crois qu'il faut qu'on ait une vision beaucoup plus long terme.
j'espère qu'on pourra recruter là, effectivement, au mercato, un défenseur central sur la durée, avec Puel qui va aller nous dénicher un bon coup, comme il a pu le faire par exemple avec Neyou ou Masson. Et que Saliba, moi, ça me fend le cœur parce qu'effectivement, c'est l'enfant du pays et que, enfin, en tout cas, il a été formé au club et que du coup, c'est compliqué de le voir, de le voir signer sur Nice, un club qu'on ne porte pas dans notre cœur. De le voir signer là-bas, c'est compliqué, mais ce qui fait surtout la peine, c'est surtout le traitement qu'il a eu à Arsenal avec vraiment ce mauvais choix de carrière, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire que un club qui était censé être idéal pour lui en Angleterre pour le propulser, et quand on voit que Fofana est titulaire à Leicester et que lui, Arteta lui a pas du tout fait confiance. Voilà, mais pas de regret en tout cas, moi, enfin, c'est le cœur qui parle, c'est sûr que ça nous fait bien chier de le voir signer à Nice, mais franchement, pour le sportif, je suis pas si déçu que ça. Roger, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'affaire Saliba Forcément, il y a le cœur qui parle quand on parle de Saliba, parce que c'est un gamin qui a toujours été correct envers le club, qui s'est toujours bien investi. Sur le long terme, effectivement, si jamais on arrive à trouver une recrue intéressante qui, à l'image de Neyou, vient pour se révéler et s'inscrire un petit peu dans la durée, c'est vrai que c'est mieux. Maintenant, sur le court terme, je pense que Saliba nous aurait beaucoup apporté là où on a besoin de stabilité, à savoir donc la charnière centrale. Moi, ce qui me fait très mal, c'est le fait que déjà il aille à Nice. On peut comprendre son choix, il l'a expliqué. Mais ce qui me fait mal, c'est que derrière, on fait venir Red Sauce parce qu'on n'a pas pu faire Saliba aussi. Oui, déjà au mois de juin, enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est un regret, un gros regret quand même. Oui, et puis visiblement, la recrue défensive, ça ne sera pas Edgarié. Donc, on avait vu le nom un petit peu popper dans la presse, mais Trabzonspor, qui est son club actuel, le bloque. Donc, il va falloir chercher ailleurs. On n'a pas vu d'autres noms jusqu'à présent sortir. À mon avis, ça va bouger comme d'habitude en fin de mercato. Mais je pense qu'avec la blessure de Red Sauce, il va falloir forcément recruter à ce niveau-là. Ce qui est vraiment dommage pour cette blessure, parce qu'il a montré des choses intéressantes quand même sur le match contre Paris et la première mi-temps à Reims. C'est sûr. Clairement. Après, le deuxième chantier pour ce mercato, c'est l'attaque. On va pas se mentir, on n'arrive pas à marquer dans le jeu, on n'a pas d'attaquant de pointe. Là, Bouanga sera en plus absent face à Strasbourg et c'est lui qui jouait le plus souvent en attaque. Donc là, la grosse rumeur qui le serpent de mer, c'est Mostafa Mohamed, donc un attaquant égyptien qui a été meilleur buteur de la CAN U23 et de la LDC africaine aussi. Donc moi, ce que j'ai vu passer dans la presse, c'est une offre à 4,5 millions. Donc je suis quand même un peu surpris des montants qui sont annoncés, sachant qu'on nous dit que Saint-Etienne est quasiment limite en cessation de paiement. Donc j'ai du mal à les voir investir là-dessus. Mais voilà, moi je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que pour vous c'est crédible ? Je pense que ça s'agite quand même pas mal autour de ce nom, donc il doit y avoir quelque chose. Mais est-ce que c'est crédible et surtout à ce montant-là, est-ce que c'est une bonne chose de le faire ? Gruger, vas-y, je crois que tu en avais déjà parlé un petit peu lors du précédent numéro. Ouais. Personnellement, c'est un montant moi je me méfie un petit peu parce que le gars a fait une saison donc dans son club actuel. Avant, il était prêté. Là, il doit venir et s'il vient, donc il y a l'acclimatation avant. Donc nouveau climat, nouveau pays, nouvelle culture. Ça va être compliqué. Et en plus, après, pour le faire venir, mettre un tel prix en compte tenu du fait que, en plus, Canal décide de rendre son paquet pour que le foot français refasse un appel d'offres, c'est compliqué, quoi. Après, voilà, si tu fais un étalement comme j'imagine le transfert de Fofana, on n'a pas reçu tout d'un coup. Il y a des choses qu'on va recevoir l'année prochaine. Pareil, là, si tu arrives à faire passer ça sur le prochain exercice fiscal, peut-être que. Mais ouais, c'est pas une bonne nouvelle en soi de mon point de vue. Robert, t'en penses quoi ? Alors ouais, je pense qu'il faut, là où je te rejoins, Gruger, c'est qu'il faut se méfier des montants annoncés. Je pense que c'est beaucoup de stratégie d'agent, de déstabilisation, aussi de faire gonfler les prix. Je pense qu'au réel, c'est pas du tout le prix du joueur. Ça me paraît quand même énorme. Après,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité dans le foot actuel, surtout au niveau du poste d'attaquant, qui est que si vous voulez un buteur, avec un minimum de garantie, un mec qui marque des buts, bah, ça coûte cher. C'est vraiment ce qu'on remarque dans les mercatos, c'est qu'un buteur, ça coûte cher. Et on cherche vraiment un joueur qui marque vite. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre parce qu'on n'a pas d'attaquant. Et voilà, je pense qu'on va y mettre du prix, mais je pense pas dans les montants qui sont indiqués là dans la presse. Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on sera assez vite fixé parce que là, apparemment c'est bouillant, c'est en train de se faire. Donc à mon avis, on saura assez vite, même si les montants qui sortent dans la presse sont jamais souvent les bons. Par exemple, Diony, je sais toujours pas combien on l'a payé au final parce qu'on a attendu un peu tout et n'importe quoi sur son cas. Donc il faut se méfier, comme vous dites. Et je pense que c'est encore un jeu de dupes entre le club qui vend, le club qui achète et puis les journalistes. Ok. Donc voilà pour Mostafa Mohamed, ce qu'on peut en dire, pas grand chose, mais on le connaît assez peu finalement. Il y a eu d'autres rumeurs, enfin d'autres rumeurs, enfin on va dire rumeurs, je pense que c'est plus des mouvements d'agents, notamment on a entendu parler de Diego Roland, donc, qui aurait été proposé à Saint-Etienne, donc ça je pense que c'est vraiment typiquement le joueur qui est un petit peu en situation d'échec et son agent essaye de le placer un petit peu dans tous les clubs qui recherchent un attaquant actuellement, et Saint-Etienne malheureusement fait partie. Ces dernières années, là, il a bien bougé. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, il était à la Corogne et il a été en prêt sur les 2 dernières saisons, notamment au Mexique. Donc la Corogne qui joue en 3e division maintenant, espagnole. Donc c'est sûr que sa carrière est un peu au point mort. Oui, vas-y, Gorgé. Les imports du Mexique nous réussissent bien en plus. Oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas eu autant de succès qu'avec certains. Ouais. Par contre, on pourrait voir réapparaître la rumeur Niang, puisque j'ai vu qu'il était disposé à quitter de nouveau Rennes. Finalement, il n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif. Alors bon, je ne sais pas si ça va se faire, puisque j'ai entendu aussi que ils allaient lâcher un de leurs jeunes qui ne voulait pas prolonger, qui allait donc signer libre en fin de saison. Donc il pourrait aussi se rabattre sur Niang et lui dire bah non, tu restes et on va te faire jouer et on va essayer de te prolonger. Donc on verra. Et puis on a aussi Romain Amouma, donc c'est sa prolongation qui était en discussion. Et puis là apparemment il aurait reçu une proposition du club comme quoi donc il serait payé moins cher que ce qu'il touche actuellement, et par contre il aurait un système de prime qui lui permettrait de compenser cette perte de salaire. Donc, pour l'instant, il n'a pas accepté cette proposition. On ne connaît pas non plus la durée du contrat, mais voilà, je pense que c'est en cours de discussion et à mon avis, on sera fixé en fin de saison avec lui. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qu'il faut prolonger, par exemple, Romain Amouma? Ouais, je pense, ouais. Toi, Ouais, non, quand même, c'est sûr que c'est pour tout ce qu'il a fait pour le club, il est là depuis longtemps. Je crois qu'il y a même une histoire de reconversion aussi pour lui qui était peut-être envisagée. Ouais, comme Perrin, je crois. Voilà, dans le contrat, c'est peut-être aussi le moment de commencer à envisager tout ça et voir la forme que ça peut prendre. Mais j'ai envie de dire que oui, si, comme cette année, on va toucher du bois, il est laissé tranquille par les blessures. Tout à fait. C'est vrai que c'est un problème. Ok, voilà ce qu'on. Ça reste un leader technique, clairement. Et puis en plus, c'est contre le PSG où on a vu ses retours défensifs. C'était quand même assez intense, quoi. Donc il est toujours investi et je pense que c'est intéressant de le garder, ouais. Ok. Voilà pour le mercato. Peu d'activité pour le moment, mais ça vient tout juste de démarrer côté stéphanois, donc on aura peut-être plus de biscuits, on va dire, pour le prochain numéro du FAP. On va passer à l'autre actualité brûlante du moment. Donc c'est Xavier Tuilio, Tuillo, je sais pas comment on dit, qui a été débarqué. Donc le directeur général de la SSE qui est arrivé en même temps que Puel, donc exactement le même jour. Donc c'était un vrai binôme et donc qui a été la SS a fait un communiqué assez lapidaire pour dire que Xavier Tuilio quittait le navire et voilà qu'il serait remplacé dans la foulée. On n'avait pas encore le nom de son successeur, mais maintenant on le sait, c'est donc Jean-François Soucas, donc, qui a été directeur du centre de formation, puis directeur général au Toulouse Football Club, TFC. Donc il est resté 12 ans là-bas chez eux quand même.
les relations n'ont pas été au beau fixe avec les supporters. Et les commentaires qu'on a eus sur notamment les réseaux sociaux à son sujet sont pas très élogieux. Donc je dois avouer que je suis un petit peu inquiet par rapport au profil de ce monsieur qui a quand même joué chez nous il y a déjà quelques années, mais c'était pas dans les années les plus glorieuses puisqu'il a participé à la descente du club. Donc voilà, moi je suis pas hyper optimiste à propos de Jean-François Soucas. Je suis pas hyper optimiste avec le départ du binôme de Puel parce que finalement c'est quand même un de ces hommes de confiance qui est en train de qui est parti et qui donc fragilise un petit peu sa position par rapport à la direction. Donc moi j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensiez donc du départ de Tuilo et puis de l'arrivée de Soucas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que moi ou au contraire on vous dit que c'est peut-être l'occasion de repartir sur un nouveau cycle? Vas-y Robert, commence. Alors ouais, moi j'ai pas envie d'être inquiet tout de suite par rapport à l'arrivée de Soucas, dans le sens où je me souviens aussi que l'arrivée de Paquet avait fait beaucoup de bruit parce qu'il avait laissé quand même une image assez négative dans l'esprit des supporters lillois. C'est Et vrai. finalement, il est parti, je sais plus, 1 an et demi plus tard, où finalement il avait laissé une image quand même plutôt correcte à Saint-Etienne. On était plutôt déçus qu'il parte. Donc j'ai envie de dire, attendons de voir pour Soucas. Et pour Tuilo, donc effectivement, là où tu as raison, c'est que je pense que c'est un vrai coup dur pour Puel parce que par rapport à la mainmise qu'il a dans le club en interne. Par contre, voilà, je sais que le cas Romeyer, on va en parler, mais c'est un sujet parce que la difficulté de travailler avec lui. Mais il faut aussi dire que dans ce qui est sorti récemment, là, dans les derniers jours, sur le départ de Tuilo, il y a quand même le fait qu'il lui a été reproché son investissement quand même assez limité dans le club, notamment le fait d'être quand même directeur général des services et de ne même pas s'installer à Saint-Etienne et de rester en Picardie pour travailler. Bon, je veux bien, il y a le Covid, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est quand même particulier quand on est dirigeant d'une entreprise comme celle-ci, de pas visiblement donner l'impression de s'investir, ça passe aussi par ça. Donc ça m'a un peu surpris. Et puis je pense, dernière chose, faut pas oublier que Saint-Etienne, c'est un club très familial. Je pense que à l'Etra, c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans l'administratif et le rôle du DG, c'est de travailler avec ces personnes-là. Et il y a vraiment besoin d'un esprit de travail et une atmosphère vraiment positive dans ce club familial. Et est-ce que Tuilo, du coup, ça passait pas? C'est fort possible. Un rôle un petit peu distant et du coup un peu Cayazo, quoi. C'est-à-dire que il dirigeait un petit peu de loin sans forcément mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'était ça qui était reproché selon toi. Peut-être, ouais. Ok. Gruger, toi, qu'est-ce que tu penses toi, de l'arrivée de Soucas, du départ de Tuilo? Inquiet, pas inquiet? Déjà, un petit mea culpa par rapport à l'émission précédente où j'avais dit que Tuilo et Puel ainsi que Buisine travaillaient donc sans doute sereinement. Bon, j'entendais forcément entre eux parce que je pense qu'il y avait une bonne entente entre eux, effectivement. Voilà, j'évoquais pas les tensions qu'on connaissait quand même avec Romeyer. Maintenant, quand c'est sorti peu avant Noël, la rumeur du départ de Tuilo, j'y avais pas cru. Je me disais que c'était que ça venait d'un certain journaliste. Mais ouais, moi je suis assez inquiet quand même pour Puel. J'ai pas envie enfin, je crois vraiment en son projet. J'ai pas envie qu'il soit déstabilisé ou que ça lui coûte. Donc j'attends de voir. Faut voir aussi comment les deux hommes, Soucas et Puel, s'entendent, parce que je pense que Soucas arrive, voilà, il doit avoir une certaine relation avec Romeyer, mais si le courant passe avec Puel, ça peut bien se passer aussi. Donc à voir. Effectivement, Paquet était arrivé avec une réputation assez similaire, notamment vis-à-vis des supporters. Et voilà, il y a des choses qu'on sait sans doute peut-être pas sur comment ça s'est passé au TFC. J'ai été étonné que Sadran prenne du recul à la fin. Et voilà, je crois qu'il a fait quand même du bon boulot avant d'être DG à partir de 2017. À voir. De toute façon, on est dans l'expectative. C'est ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que
comme tu l'as un petit peu dit, Gruger, c'est qu'il faudrait pas que ça devienne une espèce de lutte de pouvoir entre, avant on avait le duo Tuilo-Puel contre Romeyer et que maintenant ça soit Romeyer-Soucas contre Puel et qu'on se retrouve avec des luttes, des guerres intestines qui seront tout sauf productives et qu'au final, on se retrouve encore à faire les choux gras de tous les journaux parce que ça se déchire à l'intérieur et que chacun essaye de tirer la couverture vers lui et qu'au final, moi ce qui me fait peur aussi, c'est que Puel se sente fragilisé et qu'il puisse finalement ne pas aller au bout de son projet. Donc là, comme vous le dites, on est dans l'expectative, on ne sait pas trop quoi en penser et on va voir ce qui se passe. Donc on va souhaiter une quand même bienvenue à Jean-François Soucas. On va pas non plus lui tirer dans les pattes tout de suite. On va espérer que ça va bien se passer et qu'il arrivera à faire du bon boulot et qu'il nous remettra sur les bons rails pour qu'on puisse déjà assurer le maintien et puis ensuite voir un petit peu plus haut. Mais pour Un l'instant, ancien on ne vert, sait pas. Soucas. Ouais. Ah ouais. Ouais. Après, moi, j'avais pas forcément de bons souvenirs de lui, puisqu'il était quand même dans les équipes qui étaient un petit peu. C'était les années noires. Je crois qu'il était là. Il a fait la descente en 96, 95, 96. Donc c'était vraiment les années pourries quoi du club. Donc je pense pas qu'on s'en rappelle tous Non, c'est clair. forcément. Enfin voilà, on verra bien. On espère qu'il sera plus efficace dans les bureaux que sur le terrain et qu'il pourra donc nous amener de bonnes choses. D'ailleurs, le départ de Tuilo, notamment, on peut aussi penser que c'est dû à l'affaire Ruffier. L'affaire Ruffier qui a quand même cristallisé pas mal de tensions au niveau de la direction, puisque de ce qui est sorti là encore dans la presse, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais Romeyer aura été n'aurait pas été forcément de l'avis de Puel sur la façon dont a été géré le cas Ruffier. Et que du coup, c'est peut-être Romeyer qui a repris un petit peu les rênes du club en imposant sa patte, qui a aussi conduit au départ de Xavier Tuilo. Donc ça, on ne sait pas, c'est ce qui est sorti dans la presse, mais ça pourrait être aussi une des raisons qui fait que Tuilo est parti à la fin. Et donc ça nous amène à la deuxième partie de notre podcast, puisqu'on a prévu de vous parler des gardiens, donc notamment Ruffier, mais aussi Jesse Moulin, le remplaçant de Jesse Moulin qui est Stéphane Bajic, et puis le petit dernier, Boubacar Fall. Donc c'est un épisode qu'on a intitulé Les gardiens de la paix. Et donc on va donc passer à ce dossier sur les gardiens avec un petit jingle qui est approprié. Je m'appelle Robert Robichet et je suis gardien de la paix. Voilà, donc Robert Robichet, gardien de la paix, les inconnus, les amateurs auront tous reconnu le sketch. Écoutez, on va passer donc, on va faire un petit peu le tour d'horizon de nos gardiens. Donc on va attaquer par le plus grand, sans doute celui dont le départ nous a fait le plus mal dernièrement, c'est Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, le CRS qui a été un petit peu rétrogradé. On va pas refaire la chronologie des différents événements qui ont conduit à son départ, mais ça a été une escalade en fait. Tout a démarré par le refus d'aller sur le banc pour un match face à Reims la saison dernière, donc en février. Et puis à partir de là, tout s'est enchaîné et on en est arrivé à ce que Ruffier soit mis à la porte, puisqu'en fait le club a mis fin au contrat de Stéphane Ruffier le 4 janvier, donc presque un an après. Un communiqué lapidaire, là encore, quelques lignes pour dire que voilà, c'était fini et que Ruffier était libre de tout contrat. Donc ça fait un peu mal pour un gardien qui a quand même passé pas loin de 10 ans chez nous et qui a été l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, moi je voulais un peu avoir votre avis sur cette affaire Ruffier. Je sais que sur les réseaux sociaux, dans la presse, ça se déchire un petit peu là aussi entre les pro-Ruffier, les anti-Ruffier. Il a eu raison, il n'a pas eu raison. Voilà, on a tous notre avis sur la question et je vais vous poser la question du coup. Gruger, toi, Ruffier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu estimes que son départ est justifié ?
Ouais, tout à fait justifié. Je vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire lors du prochain épisode, mais on voit effectivement que l'affaire a eu des conséquences sur le club, sur l'organigramme du club. Donc, ouais, c'est justifié qu'on ait clôturé ce dossier. Je ne sais pas si ça aurait été bien d'attendre la fin de saison euh, et d'assurer son salaire de cette manière-là. C'est ça, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème d'argent depuis quelques temps à la SS. Entre enfin, voilà, ils ont voulu forcer le départ de Kazri et Boudbouz, ils ne sont pas arrivés. Ils ont dégagé Mbila, ils ont dégagé Diony. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à payer Ruffier jusqu'à la fin de l'année à rien faire, quoi. Donc, je pense qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et c'est vraiment triste d'avoir un tel gardien qui part comme ça par la petite porte avec un communiqué, comme tu as dit, lapidaire. C'est vraiment triste parce que je pense qu'il aurait mérité, je sais pas, une vidéo de ses exploits. Ça aurait été vraiment bien, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose pour se réconcilier avec Puel. Il n'a pas fait grand-chose pour respecter simplement l'esprit sportif, quoi. Il y a une concurrence. Quand Puel, fin août, lui propose d'être numéro 2 derrière Moulin, en disant que voilà, la hiérarchie, elle commence comme ça cette saison et ça évoluera peut-être. Enfin, j'en sais rien, j'étais pas dans le call. Mais le fait qu'il refuse d'être numéro 2, bon, bah voilà, tu peux pas garder un élément comme ça dans un club. Et c'est triste pour sa fin de carrière, en plus, parce que s'il planifiait effectivement d'aller au bout de son contrat et de ne pas poursuivre après, il aurait pu sans doute avoir aussi une autre attitude, quoi. Voilà. Robert, toi, tu en penses quoi du Ouais, coup de l'affaire Ruffier? déjà, c'est à se demander si cette fin est si surprenante que ça, dans le sens où, comme tu l'as dit, le temps que ça a pris, je crois que c'était un peu inévitable. Après, Ruffier est tellement un ovni, j'ai envie de dire, dans le monde du football, et il l'avait déjà montré par le passé avec les histoires en équipe de France, Ouais, le fait d'être c'est vrai. numéro 3 avec Deschamps. Donc, est-ce Ouais. que c'est tant surprenant que ça? Je ne sais pas. Et puis, je l'avais dit lors du premier podcast, je crois qu'il avait clairement pris le melon. Et moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus qu'un joueur qui. Alors oui, ok, il a été super bon. Oui, ok, il a été un joueur incroyable, comme tu l'as dit, sans doute l'un des meilleurs joueurs, ou le meilleur joueur de la décennie à la Saint-Etienne. Mais est-ce que ça excuse le fait de ne pas vouloir s'entraîner la semaine, comme je l'ai dit la dernière fois? Personne n'est au-dessus du club. Il y a d'autres gardiens qui bossent, et on va en parler, et qui bossent bien. Et voilà, il faut respecter le club. C'est important et je crois que il y avait aussi une dimension un petit peu économique qui était d'économiser absolument son salaire imposant au plus vite. Et c'est ce qui a forcé cette décision. Et juste dire quelque chose par rapport à ce que tu disais, Roland, sur Tuilo, ça lui a peut-être coûté sa place vis-à-vis de Romeyer. Je pense que clairement, je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème, parce que clairement, en voyant Romeyer, en voyant que Ruffier était en train d'être dégagé de cette façon, en tant que vraiment propriétaire et président du club, je pense il aurait pas laissé faire ça si vraiment il était pas. Enfin, c'est mon avis. Ouais, bien sûr. Après, je pense que on l'a dit aussi, hein, c'est qu'il y avait une dimension économique, hein, on va dire à la mise à l'écart de Ruffier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça les arrangeait de se débarrasser de lui. Ils auraient préféré que Ruffier parte et puis qu'ils puissent négocier éventuellement un petit transfert plutôt que de s'éterniser dans des discussions, dans des agents qui parlent dans la presse, dans des communiqués d'avocats, des communiqués de presse, etc. Enfin, je pense que c'était pas du tout le plan. Mais il y avait clairement une dimension économique, et Romeyer, on sait que la dimension économique, c'est quelque chose qui lui parle, hein. Donc il a dû voir aussi le fait que s'il pouvait économiser le salaire de Ruffier, il s'en sortirait mieux. Donc il a dû dire OK pour le dégager, quoi. Mais je pense que, comme tu dis, la façon n'a pas forcément dû lui plaire, parce que ça reste quand même quelqu'un d'assez sentimental, qui est toujours en train de nous parler des valeurs, du cœur vert, du peuple vert, etc. Donc voir
quelqu'un qui a passé 10 ans au club se faire sortir de cette façon-là, ça a forcément dû lui faire quelque chose. Mais voilà, après, il y a d'autres impératifs et je pense qu'il en était conscient aussi et il a laissé faire un petit peu de ce côté-là. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est quand même un ovni du monde du foot parce que le mec n'a que 35 ans. Pour un gardien, il avait encore de belles saisons devant lui. Je pense qu'il aurait pu signer dans 80% des clubs de Ligue 1. Il avait sa place. Et là, le mec décide, donc c'est l'info qui est tombée, hein, en tout cas, il n'a pas lui. Carrière. Voilà, il l'a pas dit lui clairement. Hein, c'est des on-dit encore. Il l'a pas annoncé lui officiellement, mais avec c'est la signature en tant que il va Lui, aider il parle jamais. Hein. Je pense qu'il faut pas s'attendre à un communiqué de la part de Non. Stéphane. Mais du coup, ça prouve quand même que c'est un ovni dans le monde du foot et que tu vois, à 35 ans, il décide d'arrêter sa carrière comme ça. C'est incroyable. Puis surtout, c'est que c'est un Robocop, quoi. Le mec, il a jamais été blessé chez nous quasiment. Donc, je pense qu'il est encore en forme. Hein. Enfin, c'est pas un souci de physique. Hein. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est une déclaration d'un dirigeant de l'Aviron Bayonnais qui disait que Ruffier en avait un petit peu marre ou qu'il était en bout de course. Apparemment, mentalement, effectivement, il n'avait pas envie de repartir. Et quand tu vois ses performances lors de sa dernière année, tu te dis, ouais, il avait sans doute décroché peut-être Peut-être, ouais. Et possible. Après, il est capable de nous faire une Gasset et de sortir de sa retraite. Hein. Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer comme ça, mais peut-être, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est plus lui qui est dans les cages, maintenant c'est Jesse Moulin, du coup. Jesse Moulin, l'enfant du club, hein, qui a été formé au club, qui a été toujours numéro 2, qui a été numéro 2 de Jérémy Janot, qui a donc été numéro 2 de Stéphane Ruffier pendant 10 ans quasiment. Donc c'est vraiment le fidèle soldat qu'on a un peu envoyé au front. C'est pas forcément une réussite, puisque il a disputé 19 matchs jusqu'à présent et il a quand même encaissé 29 buts. Alors, j'ai pas envie de dire que les 29 buts c'est que pour sa gueule, hein, loin de là, mais c'est quand même révélateur, quoi. C'est-à-dire je me rappelle que quand on faisait le bilan de certains matchs, Moulin c'était 2 tirs cadrés, 2 buts, quoi. Donc il avait quand même un problème à être décisif sur sa ligne, là où Ruffier était quasiment un mur, quoi. On pouvait reprocher beaucoup de choses à Ruffier qu'on reprochait aussi à Moulin. Donc les sorties aériennes pas toujours très propres, le jeu au pied qui était vraiment défaillant, mais sur sa ligne, il était quand même énorme. Donc là, Moulin, c'est un peu compliqué pour lui, mais on n'a pas mieux. Il est là pour faire la transition, soi-disant. Pour l'instant, il joue tous les matchs. Moi, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de Jesse Moulin sur cette saison? Est-ce que vous pensez que la marche est un peu trop haute pour lui et que malheureusement, en fait, reste un numéro 2 et que de toute façon, il a les performances d'un numéro 2? Ou est-ce que vous pensez qu'il est capable de redresser un petit peu la barre et de faire une deuxième partie de saison qui sera meilleure? Vas-y, Robert, commence, s'il te plaît. Ouais, donc ça c'est Romélie qui l'avait dit, hein, un numéro 2 ne fera jamais un bon numéro 1. Il l'a dit l'année dernière, hein, pour printemps. Non, mais voilà, plus sérieusement, c'est vrai qu'on a du mal à être. En tout cas, moi, j'ai du mal à être sévère parce que c'est difficile pour un mec qui se donne autant pour le club, à qui on n'a rien à reprocher. Mais effectivement, à un moment donné, il faut sortir le sportif. Comme tu dis, les 29 buts ne sont pas pour lui. Hein. Je peux dire que vu la défense qu'on a eue, on est d'accord. Voilà, c'est clair que voilà, on peut pas tout lui mettre sur le dos. Je pense que c'est un gardien qui n'a pas le niveau, en tout cas d'une équipe. Enfin, je pense qu'il a le niveau d'une équipe qui joue effectivement la 16 ou 17e place. Hein. Par contre, il n'a pas le niveau d'une équipe qui vise plus haut. Ça, en fait, on joue la 16-17e place, donc c'est ça qui est gênant. Bah ouais. Mais du coup, on fait aussi avec les moyens du bord. Voilà, on n'a pas le budget pour aller chercher un gardien. Aujourd'hui, un gardien, ça coûte cher. Les places sont chères. Voilà, c'est des paris sur l'avenir qu'on essaie de faire un petit peu. Donc, bon, il fait ce qu'il peut. Et c'est sûr qu'il c'est pas un grand gardien. Humainement, c'est un très bon gars, mais c'est pas un grand gardien. Ouais, Gruger, ton avis, toi, sur les performances de Moulin et sur la suite de la saison, du coup? Je pense qu'on est d'accord sur son niveau et sur son investissement. C'est un mec qui triche pas. C'est un mec qui est capable d'élever son niveau contre le PSG. On l'a vu à 2 reprises.
Il était capable aussi d'élever son niveau de jeu contre Lyon. On l'a vu cette saison, on l'a vu d'autres fois. Mais maintenant, voilà, ça reste un contexte sportif difficile pour lui, avec une défense qui est déficiente. Et puis, lui, ça reste un gars qui, mine de rien, débute en Ligue 1 en termes de régularité, d'enchaînement des matchs et de la gestion de la pression. Et malgré toute son expérience en tant que numéro 2, c'est pas un truc que tu abordes très facilement. Donc, faut aussi le juger comme un gars qui débute quelque part. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'avènement de Bagic que Puel a retenu. Il ne voulait pas qu'il parte en prêt. Je me demande pourquoi maintenant. Parce qu'on ne le voit pas. Et en plus, j'avais vu des choses intéressantes sur son jeu au pied. Je pense que c'est un truc qui pourrait nous faire du bien. Et bon, je vois pas trop ce qu'on perdrait et je me dis qu'on préparerait l'avenir en le faisant jouer. Très bonne transition, puisqu'on va parler du coup de la relève, Stéphane Bagic, donc gardien ultra prometteur dont on entend parler déjà depuis plusieurs saisons en catégorie de jeunes. Il a gagné la Gambardella donc avec Fofana et puis un petit peu Saliba, mais qui jouait déjà avec les pros à l'époque. Donc c'est vraiment, pour nous, c'était l'avenir au poste. On se disait que de toute façon, ce serait lui qui garderait nos cages à l'avenir. Et pour l'instant, on a un peu du mal à le voir jouer. Donc, surtout que cette année, il faut savoir aussi qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, donc ça fait des matchs en moins. En général, les numéros 2 avaient plutôt l'habitude de se faire les gants sur les coupes. Là, il n'y aura que la Coupe de France. Donc, il suffit qu'un accident et Saint-Etienne qui sort au premier tour de la Coupe de France, enfin au 7e tour du coup. Et du coup, Bagic, c'est même pas dit qu'il joue ce tour de Coupe de France. Et puis en plus, il pourrait ne jouer qu'un seul match dans la saison. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette situation, surtout vu les performances de Jesse Moulin. Après, moi ce que je me dis aussi, c'est que Puel est pas idiot, il voit que son équipe est en difficulté et il se dit que c'est peut-être la pire chose à faire que de lancer un jeune Je gardien pense, ouais. derrière une défense qui se connaît pas, qui se cherche, qui est pas du tout en confiance. Pour la Donc, stabilité, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. voilà, donc je pense qu'il y a aussi une réflexion de Puel par rapport à ça. Mais en même temps, à un moment, il faudra aussi le lancer, quoi. Enfin, donc voilà, moi je pense que Bagic mérite un petit peu sa chance. Je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il pourra la saisir, mais j'aimerais bien quand même que Puel le teste aussi en Ligue 1 et qu'on voit un petit peu de quoi il est capable. Donc Robert, toi, qu'est-ce que tu penses de Bagic, enfin, du peu qu'on en a vu, et puis est-ce que pour toi c'est une bonne idée de le titulariser en Ligue 1? Alors effectivement, on peut le juger malheureusement que sur les matchs amicaux, parce qu'il a quand même fait quelques matchs amicaux en début de saison et de ce que j'avais vu, c'était pas trop mal. Je pense que pour moi, c'est encore jeune et qu'il faut qu'il aille s'aguerrir avec un prêt. Je pense que c'est un idéal, mais c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas profité là du mercato. Bon là, c'est compliqué pour les équipes, Ouais. recrutent pas trop des gardiens pour 6 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, c'était l'occasion si on voulait le tester là sur un an et se dire voilà, pour la saison prochaine, ça y est, il prend la relève. Parce que du coup, est-ce que vraiment Puel prendra le risque, la question se posera en août, de le lancer lui sur sa première saison en Ligue 1? J'y crois même pas. Hein. Donc je pense En que ce Ligue 1 sera le ou en prêt Ligue 2, hein. en Ligue 1 ou en Ligue 2. Bon, en Ligue 2, du coup, ce sera peut-être plus En simple. Ligue 2, il faudra peut-être le lancer, ouais. Ouais. Mais donc, il est prometteur, mais je crois qu'il est encore un peu jeune, donc il faut qu'il aille s'aguerrir. Par contre, Gruger, du coup, tu parlais des qualités de Bagic, notamment le jeu au pied. C'est sûr que c'est un gardien moderne. C'est pas un gardien formé à l'ancienne comme Moulin ou Ruffier, avec des jeux au pied qui sont ce qu'ils sont. Voilà, lui, je pense qu'il est capable d'allonger sans problème des transversales, sans dire que c'est Neuer, hein, mais voilà, être beaucoup plus à l'aise avec la balle dans les pieds que peut l'être Moulin ou Ruffier. Et donc c'est peut-être aussi une qualité qu'on n'a pas eue ces 10 dernières années et qui nous fait peut-être un petit peu défaut aussi. Donc est-ce que tu penses que c'est un aspect de son jeu qui serait intéressant pour nous en ce moment? Complètement. En plus, je pense que c'est quelque chose que recherche Puel. Donc on l'a vu lors de la pré-saison cette année. On a vu Bagi contre je ne sais plus quelle équipe et je me souviens de 2 transversales où il la met dans les pieds alors que il sort une passe de 60 mètres. Quoi. Ouais. Et oui,
je pense que c'est quelque chose qui s'inscrirait parfaitement dans le projet Puel. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Robert, c'était vraiment pertinent et Puel l'a fait avec Aouchiche. Effectivement, il doit essayer de protéger un jeune joueur et ne pas le lancer n'importe comment, ce qui est tout à son honneur. Effectivement. Tout à fait. Et du coup, par contre, on peut se poser la question. Puel ne veut pas lancer Bajic, mais en même temps, on recrute un 4e gardien. Donc, on a vu arriver début du mois Boubacar Fall, donc un gardien donc, qui est un jeune gardien qui est encore international U20, sénégalais. C'est aussi le 3e gardien de la sélection, donc derrière Edouard Mendy et Alfred Gomis. Il est plutôt athlétique puisqu'il mesure 1m98, mais mis à part ça, on n'en sait pas grand-chose. Donc on vient recruter un gardien qui a à peu près le même âge que Bajic, qui est quand même assez imposant physiquement. Et on se dit, bon, bah, quel est le message qu'on envoie à notre jeune gardien du coup? Est-ce que ça veut dire, bah, Coco, t'as pas réussi à faire tes preuves, donc du coup, bah, on va te mettre quelqu'un dans les pattes qui a à peu près ton âge et qui viendra un petit peu te chatouiller pour que tu te sortes les doigts et que tu penses pas que la place après Moulin, bah, elle est pour toi? Ou alors, est-ce que c'est plutôt bah, voilà, une opportunité? Il y avait un jeune gardien prometteur qui était dans nos moyens et que le club s'est dit, bah, on serait bête de passer à côté de cette opportunité, donc on le fait signer. Pour pas Je cher, sais ouais. pas. Ouais. Je sais pas. Toi, Robert, qu'est-ce que t'en penses par exemple? Ouais, c'est un peu ça. Moi, je suis pas inquiet par rapport à la hiérarchie du tout. Je pense que c'était, comme tu dis, c'était un coup à tenter pour effectivement une belle opportunité à ne pas louper pour pas cher. Et je pense que limite que je suis même plus inquiet tu vois, pour Etienne Green, du coup, qui était le 3e Ouais. gardien. Je pense que c'est plus pour lui, tu vois, il a dû se dire, lui, oh là, bon, Je pense que de toute façon, c'était pas prévu qu'il joue trop. bah voilà, c'est un peu ça que j'en ai déduit, du coup, avec ce transfert. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup? Bah, la même, je me suis interrogé au début pour Baji, puis pareil, je m'interroge plus pour Green. Et je me dis que oui, c'est un coup comme Neyou et Masson, sans doute. Mm. C'est vrai qu'en 2 mercato, on a investi 800 000 euros. Ouais, c'est ça, c'est pas énorme. Hein. Le mercato précédent, on a surtout essayé de vendre Mm. avec Wagner, Honora. Enfin, voilà, on sait dans quelle position on est. Donc voilà, c'est quand il y a des coups, il faut peut-être pas les laisser passer. Ouais. Et puis après, on verra. Bah, ça sera peut-être une bonne surprise. Il va peut-être prendre la place de Bajic, mais il va peut-être aussi ne pas s'imposer et du coup rejoindre la longue litanie des jeunes joueurs prometteurs qu'on a achetés en pensant qu'on faisait un coup et qui finalement n'ont rien fait. Voilà, la post-formation de l'époque avec je me rappelais plus, mais on en a parlé récemment avec des potes de Laudrup, Ah oui. de Las Nilsson, de tous ces mecs-là qui ont complètement disparu. Ouais, c'est de la post-formation. Alexic, tous ces gars-là, c'était incroyable. On achetait des joueurs de 20 ans pour dire on fait de la post-formation et puis au final, bah, on les post-formait à rien faire. Quoi. Enfin bon, on verra bien. Bah, écoutez messieurs, ça fait 42 minutes qu'on est en train de parler. On a tenu notre objectif, à savoir de faire cet épisode sur 42 minutes. On va quand même garder un petit peu de temps, du temps additionnel donc pour parler un petit peu de hors-jeu et de tout ce qui se passe autour. On n'a pas parlé des matchs, je pense que vous l'avez remarqué, tout simplement parce que les matchs, on les débriefe dans les académies. Il faut savoir que l'académie contre le PSG et contre Reims donc, sont sortis un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc le PSG, c'est moi qui l'ai fait et le Reims, c'est Robert qui s'en est occupé. Donc on vous mettra les liens dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez aller y faire un tour. Donc c'est sur Hors-jeu, donc hors-jeu.net. Hors-jeu.net, c'est pas que la Forez Academy, hein, c'est aussi d'autres académies. Donc notamment en Ligue 1, il y a tout un tas de clubs qui sont suivis plus ou moins régulièrement. On ne va pas les citer tous, mais vous pourrez aller y faire un tour et vous verrez, vous y trouverez sans doute votre bonheur. Aussi sur hors-jeu.net, n'oubliez pas tous les mardis à 11h le comité de vigilance médiatique. Donc là, c'est un petit peu le best-of de la semaine sur toutes les infos du foot à ne pas louper. Plutôt traité de manière humoristique, hein. On n'est pas en train de vous faire une revue de presse. Donc
allez y faire un tour. C'est un petit peu ce qui était le fer de lance du site il y a quelques années, qui avait été arrêté pendant quelques temps et qu'on a décidé de relancer cette année. Donc allez y faire un tour, c'est toujours très intéressant et très marrant à voir. Et puis il y a d'autres podcasts qui ont émergé en même temps que le FAP. Donc on va rendre hommage aux premiers qui se sont lancés, les Boulets Rouges, donc de la Gunners Academy. Donc les gars d'Arsenal, donc ils font un podcast eux aussi. C'est très intéressant, très très sympa à suivre. Donc, C'est bien, ça leur change. C'est comme nous dans une saison compliquée. ouais. Ça leur change les idées. Sauf que eux, ils ont lancé le podcast et ils se sont mis à gagner derrière. Nous, c'est pas encore le cas. Hein. Donc on va voir si on arrive à porter chance. Ouais. Bon. On verra si ça marche aussi pour les Verts, mais on espère en tout cas. Et il y a aussi notre ami Homer de Porto qui a lancé son podcast sur la Dragao Academy. Donc allez y faire un tour. Les liens sont notamment sur hors-jeu. Sinon, vous arriverez à les retrouver. On vous mettra des petits liens dans les bios pour que vous puissiez vous retrouver là-dedans. Et puis enfin, pour finir sur la Forez Academy, n'oubliez pas que la Forez Academy est présente sur Facebook, donc on a une page, et que Robert, Grugier et moi-même sommes sur Twitter. Donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. On parle des Verts, on parle aussi d'autres choses. On a des avis sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur n'importe quoi, sans jamais trop se prendre au sérieux. Voilà, écoutez, messieurs, j'ai été très content de passer ces 45 minutes avec vous. Le deuxième numéro du FAP est donc maintenant terminé. Merci Grugier, merci Robert. On essaye de vous retrouver bientôt pour le troisième numéro. On va essayer d'avoir un rendez-vous un peu régulier, comme toutes les 2 semaines. Ça pourra être un petit peu plus rapide si jamais l'actu nous force à nous sortir de notre grotte un petit peu, on va dire. Mais on va essayer de tenir ce rendez-vous toutes les 2 semaines. Messieurs, je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir accompagné sur ce podcast. C'était parfait, une nouvelle fois. Grugier, je te souhaite la bonne soirée. La même pour vous. Et Robert, à toi aussi. Rentre bien. Merci Roland. Merci à tous. Salut. Et comme toutes les semaines, on se quitte avec les petits chanteurs à la gueule de bois de la Divette et leur tube Robert Beric. Robert Beric, il va